Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 68 des éveillés. Alors aujourd'hui, on va parler des constellations familiales. J'en suis sûr que tu en as déjà entendu parler. Alors si c'est pas le cas, en tout cas, ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Galina Oussarouk. Bienvenue Galina. Merci beaucoup. Fait que toi, Galina, t'es facilitatrice et formatrice en constellation familiale. T'as plus de 20 ans, justement, d'expérience. Euh, Presque 20 ans, oui. presque 20 ans. C'est Ouais. quand que tu vas fêter tes 20 ans? Euh, euh, en 26. Hmm, Ouais, ok. donc En tout cas, c'est plus bon. de 15 ans, en tout cas, dans tous Ah les cas, oui, ça compte. ouais. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Et justement, la première question que j'ai envie de te poser pour les personnes qui nous écoutent et pour celles peut-être qui ne connaissent pas les constellations familiales, c'est quoi les constellations familiales? Donc, c'est une approche transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on va travailler sur nos ancêtres, sur les générations avant et comment on se ramasse sans même le savoir dès la conception, dès la naissance, avec un bagage de bonnes choses et de choses qui nous sont moins bonnes ou nuisibles. Ça se ramasse dans le sac à dos et quand les gens viennent en constellation, ils viennent évidemment travailler des choses qui leur nuisent, qui les empêchent de se réaliser. Donc, comment par loyauté ou par identification à un ancêtre, ça peut être nos parents, ça peut être parrain, marraine, nos grands-parents, des oncles, des tantes, etc., même un arrière-grand-parent des fois. Donc, comment on reproduit le destin de certaines personnes, comment on refait la même chose, on vit les faillites comme un tel ou une telle, le malheur amoureux, etc. Et c'est une façon de mettre en scène, euh, sans qu'il y ait un script écrit, mais en utilisant les personnes qui sont présentes lors d'un atelier, donc de mettre en scène une partie de l'arbre généalogique pour vraiment trouver de qui on traîne un fardeau qui ne nous appartient pas, à qui on est identifié et vraiment pouvoir le laisser pour se permettre enfin d'avoir un destin qui est le nôtre, de réaliser l'objectif qu'on vient Ouais, travailler en constellation. ok. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que on arrive en constellation avec un sujet particulier? Comment ça fonctionne? Alors, quand quelqu'un s'inscrit pour venir faire sa constellation, ils ont habituellement vraiment un aspect, des fois plusieurs aspects de leur vie qui est un échec, un mur qu'ils ont vraiment ras-le-bol de frapper encore et toujours. Donc, quand ils s'inscrivent, je leur envoie une préparation. Donc, oui, ils doivent avoir un objectif clair, mais très souvent, il faut le reclarifier parce que des fois, ce qu'ils disent, c'est l'arbre qui cache la forêt et il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Et ensuite, la préparation dans son second volet, c'est de vraiment essayer de questionner papa, maman, si on est capable, s'ils sont encore vivants, s'ils sont ouverts à nous répondre, s'il n'y a pas trop de secrets de famille, ou des parrains, des marraines, des grands frères, des grandes sœurs, pour essayer de connaître le plus d'événements possibles dans le clan. Par exemple, tout ce qui touche les enfants en bas âge, fausse couche, avortement, enfants mort-nés, enfants donnés à l'adoption, enfants nés avec un handicap, enfants décédés jeunes. Ensuite, la femme morte en couche ou un parent décédé quand les enfants sont jeunes, la grande misère, la grande pauvreté, l'immigration, la guerre, le suicide, tout ce qui est d'ordre sexuel, attouchement, viol, etc. Donc, tous ces événements-là. Alors, ils arrivent avec ce qu'ils ont réussi à trouver. Donc, ça, c'est la préparation. Ok. Puis ensuite, de ma connaissance à moi, donc tu as des constellés et des représentants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ok, une personne arrive, comment ça se déroule une séance de constellation familiale? OK. Donc, ça dure une journée habituellement. Si j'ai 5 constellations, habituellement, je fais 5 constellations dans une journée. Donc, il y a 5 personnes qui vont s'être inscrites pour faire leur constellation. Et les autres personnes, comme tu l'as dit, qui s'appellent des représentants, justement, vont représenter, donc peuvent être choisis pour représenter un père, une mère, un enfant mort, le client lui-même, la personne qui fait sa constellation, un grand-père, une grand-mère, des concepts, la vie, la mort, une maladie, une ressource, l'obstacle. C'est quoi l'obstacle? On ne sait pas c'est quoi, mais où est-ce qu'il va se placer? Et donc,
la personne, une fois qu'on a regardé quel est son objectif, que j'ai posé des questions pour connaître des faits, juste des faits, pas des romans proustiens de description de comment étaient papa et maman et tout ça. Là, je vais lui suggérer de se lever, de regarder sans réfléchir, sans y aller parce que il a le même sourire que papa ou elle a les mêmes yeux que maman, mais juste d'aller vers une personne et lui demander, veux-tu être mon père? Par exemple, qu'on place le trio de base au départ. C'est pas toujours comme ça, mais admettons. Donc, chercher quelqu'un pour être son père, le prendre par les épaules et sans réfléchir, le placer dans notre espace de travail, donc à l'intérieur du grand cercle. Faire la même chose pour maman et quelqu'un pour le représenter lui. Et après ça, le constellant ou le client peut se rasseoir et observer. Donc, je vais voir quels sont les mouvements, qui regarde qui, etc. Et me basant sur les faits que cette personne a racontés, lui demander de rajouter d'autres éléments et voir qu'est-ce qui se passe comme dynamique, toujours en gardant en tête quel est son objectif. Parce que c'est sûr qu'une constellation peut révéler, il y avait des gros problèmes avec maman et papa et tout ça, mais là, on n'est pas là pour eux, on est là pour le client uniquement. Et donc, je vais rajouter certains éléments ou voir qu'est-ce qui se passe jusqu'à temps que la dynamique m'apparaisse clairement, que je vois de qui porte le fardeau, à qui il est identifié, à qui il est loyal. Et à partir de ce moment-là, je vais dire à la vraie personne, au vrai client, au vrai constellant, de soit remercier la personne qui l'a représentée, qui, elle, peut partir s'asseoir, ou des fois, je la garde à côté, un peu comme baromètre. Et là, je vais proposer certaines phrases au besoin où je vais lui suggérer de dire qu'est-ce qui est dans lui, qu'est-ce qu'il vient de voir, qu'est-ce qui est ressorti, c'était quoi cette dynamique-là. Si, par exemple, la personne vient pour un problème dépressif ou de tentative de suicide et tout ça, et que j'apprends dans les faits que l'enfant avant lui est mort à 6 mois, mort subite du nourrisson, je ne sais pas trop quoi, ou frappé par une auto. Quand cette personne-là est placée, le grand frère ou la grande sœur est placé, couché, habituellement je vais le coucher parce qu'il était mort avant l'arrivée du client, je vais voir tout de suite que soit le client même est attiré par la mort, soit la maman, une mère qui perd un enfant. Je ne dis pas si on perd le 15e, c'est une chose, mais si on perd notre premier ou notre deuxième et qu'on voulait beaucoup d'enfants, il y a une partie des parents qui meurent avec cet enfant-là. C'est très, très dramatique. Et si un autre enfant arrive rapidement après, il passe souvent dans les craques du plancher. Il n'est pas vu parce que le deuil n'est pas fini. Alors, soit par loyauté, il peut vouloir mourir lui aussi, parce que c'est là où regardent les parents. Ils regardent juste l'enfant mort, lui, il n'est pas vu alors qu'il est vivant. Ou bien, maman porte une telle tristesse que l'enfant qui arrive se dit, je vais la prendre et je vais la porter, moi, ta tristesse, et c'est moi qui va être dépressif ou qui va vouloir mourir, etc. Donc, quand cette dynamique-là m'apparaît clairement et que j'ai le vrai client qui est rentré dans sa constellation, je vais tout de suite nommer c'était quoi la dynamique. J'ai voulu mourir à ta place, maman. Tu sais, je ne me permettais pas, moi, de vivre pleinement parce que toi, en parlant du grand frère ou de la grande sœur qui est mort très jeune, tu n'as pas réussi ta vie d'une certaine façon. Même si à un autre niveau, à un niveau de l'âme, on peut comprendre que c'était son destin et c'est ça qu'il avait choisi. Mais d'un point de vue terrestre, c'est comme un échec quand un enfant meurt à 6 ans. Et ceux qui viennent après, c'est pas évident pour eux, un peu comme la culpabilité du survivant quand il y a des catastrophes naturelles ou quand il y a des génocides ou des trucs comme ça. Quand on parle à ceux qui ont survécu, ils disent, j'aurais préféré mourir, moi, avec mes frères, mes sœurs, mes parents. Pourquoi eux, ils sont morts et moi, je vis? C'est terrible, c'est pas évident d'accepter la vie quand c'est comme ça. Alors, donc, quand cette dynamique-là est claire, le client va le nommer et après ça, je vais arriver à des phrases ou proposer des solutions en disant, je te garde dans mon cœur, tu as une place. Et en ton honneur, oui, je vais vivre pleinement, je vais en profiter de cette vie-là et tu me manques, j'aurais aimé ça te connaître, j'aurais aimé ça jouer avec toi, mais c'était ton destin et je t'honore et le client peut s'agenouiller, lui prendre la main, faire contact avec cet enfant qu'il n'a jamais connu.
je décide jamais qu'est-ce que je vais faire. Ça se Mhm. passe là, au moment où ça se passe, mais je donne un peu des idées de ce qui peut se passer. Ouais. Et ça apaise quelque chose à l'intérieur du client qui peut-être, ou du constellant, qui peut-être se sent enfin pour la première fois le droit de vivre. Donc il y a une forme en fait de prise de conscience et de libération en fait de ce qui Oui, peut avoir été là sans s'en rendre compte en fait d'une oui, certaine un peu dans l'invisible là, dans oui. l'énergie. Oui, dans l'énergie. Puis justement, ben, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est tous les représentants qui sont placés qui, eux, vont nous montrer qu'est-ce qui se passe. Ouais. Fait que ces Alors, représentants dans le fond quand ils vont être choisis et placés, ils vont eux agir en représentation du rôle pour lequel ils ont été choisis dans le fond, c'est ça? oui, oui. Et c'est ça le côté qui rend ce travail très difficile à décrire parce que des fois, les gens sortent des ateliers puis on dirait qu'ils veulent partir en croisade puis convaincre tout le monde de faire ça. Mais quand tu arrives pour dire à quelqu'un, écoute, c'est incroyable, tu vas être choisi, tu vas être placé là pour représenter quelqu'un dont tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Et là, tu as des ressentis, soit physiques, soit des émotions, des trucs comme ça. Oh boy, les gens te regardent en disant, ouais, t'en a fumé du bon, là, parce que ça fait tellement étrange. Comment est-ce que tu peux avoir des ressentis sur quelqu'un que tu connais pas? Alors évidemment, ça c'est le bout qui fait que le travail est difficile à décrire et que souvent les gens sont déçus parce que leurs amis ou les gens à qui ils en parlent viennent pas parce qu'ils prennent la porte sortie côté jardin et ils trouvent ça trop étrange. Ouais. C'est intéressant parce que c'est là où justement c'est important, je pense, de pas vouloir trop comprendre avec le mental, mais s'autoriser à en faire l'expérience parce que tu sais, on pourrait en jaser, Oui, je pense, pendant des heures et des heures que l'objectif à un moment donné, c'est surtout d'en faire l'expérience. Il n'y a rien de mieux que ça. absolument. Absolument. Et Galina, moi, ça m'intéresse, enfin, la constellation familiale, ça vient d'où dans le fond? Ça a été, enfin, est-ce que tu sais un petit peu par qui ça a été créé? C'est quoi un peu l'histoire des constellations familiales? Oui, ben disons que celui qu'on nomme, nous, le père des constellations familiales, c'est un dénommé Bert Hellinger, un Allemand qui est décédé il y a quelques années à l'âge de 93, je pense que c'était 12, 13. Au départ, il était enseignant, missionnaire. Il a été en Afrique du Sud pendant plusieurs années en tant que directeur d'école et enseignant et tout ça, mais il a aussi, pendant cette période-là, côtoyé beaucoup les Zoulous. Et il a été très touché de voir notamment comment les Zoulous honoraient leurs ancêtres, comment cette hiérarchie parents-enfants, et par hiérarchie, j'entends pas écrasante, là, mais ce respect naturel, comme les Premières Nations ici au Canada aussi avaient, ou partout dans le monde. Et il les a observés, il a échangé avec eux et tout. Et quand il a défroqué, il est revenu en Allemagne et il a décidé que sa nouvelle vocation, c'était vraiment d'ordre thérapeutique. Alors, il a étudié la Gestalt, la PNL, la psychanalyse, bon, et j'en passe. Mais une des choses qui le surprenait beaucoup, c'était des fois de voir la charge émotionnelle qu'il y avait chez un client alors que il n'y avait aucun événement pour soutenir ou pour ce genre de charge-là, puis il se dit, mais attends, ça vient d'où ça? Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de rien de si dramatique qui puisse expliquer une telle colère à l'intérieur et à l'intérieur du client. Puis là, c'est en cherchant euh, dans le pommier, il a la pomme devant lui, mais il regardait le pommier, puis là, il disait, OK, là, je comprends. Et pour lui, c'est devenu une évidence que si tu fais une thérapie avec quelqu'un, tu ne peux pas ne pas t'occuper du transgénérationnel, c'est-à-dire de ce qu'ont vécu les générations avant et comment ça se passe d'une génération à l'autre. De la même façon que les maladies, on va dire, sont héréditaires, on va dire, tiens, ils sont tous près du cœur chez nous, ou le diabète court dans la famille, ou des trucs du genre. Alors, il n'y a pas juste des maladies qui sont héréditaires. Il y a l'exemple qu'on a eu, si on a vu nos parents se jeter des cendriers à la tête toute notre vie et se crier après, ben, disons que c'est quand même ça qu'on a engrammé comme étant la relation de couple. Alors, il faut un sacré travail sur soi pour réussir à comprendre qu'il y a autre chose comme style de relation de couple. Mais donc, Hellinger a aussi vu Virginia Satir travailler avec les sculptures familiales qui ressemblent aux constellations familiales, mais qui sont il y a davantage un script, tu sais, je suis la grand-mère et je suis fâchée pour ceci ou cela et tout. Mhm. Tandis qu'en constellation, c'est vraiment de la phénoménologie.
On place la personne et on laisse voir qu'est-ce qui se passe. Hellinger n'a pas créé les constellations comme une approche que développée mentalement, que tu vas essayer de calquer sur les gens qui sont là. C'est tout le contraire. Il a vu sur des centaines, des milliers de constellations que tiens, ça revenait toujours, c'est ça, et c'est ça la loyauté, et c'est ça qui se passe. Et de là, il a écrit sur ce sujet-là beaucoup des lois de base qu'il voit et des dynamiques de base qu'il voit. Et il a enseigné partout, un peu dans le monde. Il y a des gens partout qui font ça, et pourtant, c'est très peu connu. Un peu plus depuis la série sur Netflix, là, mais disons que quand même, et il a commencé ça au début des années 80, Hellinger. On est 40 ans plus tard et c'est quand même peu connu. Ouais. Et comment toi, tu es tombé dans les constellations familiales? Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Une des dernières choses que je faisais avant les constellations familiales, ça a été de travailler avec l'approche de Claude Sabat en biologie totale, qui était issue de la médecine nouvelle de Hammer. Et on travaillait le transgénérationnel, mais en 2D, c'est-à-dire que l'arbre généalogique était dessiné, j'avais les événements et les dates et tout ça des ancêtres. Et ça devenait de plus en plus facile de juste voir et poser quelques questions et comprendre la dynamique. Et une cliente m'a apporté un livre qui s'intitulait J'ai mal à mes ancêtres. C'était des entrevues sur le transgénérationnel avec, je ne sais pas, 6, 7, 8 personnes, c'était européen. Donc, il y avait entre autres Alexandro Jodorowsky, il y avait Anne-Ancelin Schutzenberger, bon, Chantal Rialan et tout ça. Et il y avait une entrevue avec Bert Hellinger. Donc, on est en décembre 2003 ou les vacances de Noël là, 2003. Moi, j'ai jamais entendu parler de Hellinger, j'ai jamais entendu parler de constellation et je découvre ça en 27 pages et ça crie en dedans de moi, là, je dois faire ça. Et donc, j'ai cherché, ça m'a pris jusqu'en avril 2005 avant de trouver une personne qui est maintenant une proche amie, Suzanne Woods, qui est probablement la pionnière ou en tout cas une des pionnières ici. Et là, j'ai commencé à aller à tous ces ateliers et j'ai emprunté tous ces livres. Et là, elle m'a parlé d'un Français qui venait donner une formation et c'est comme ça que ça a commencé. Et je ne fais que ça maintenant. C'est beau. Et justement, on parlait, t'as vu toi une vraie différence depuis la sortie de la série Le Chemin de l'Olivier sur Netflix. Aïe, 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 c'était un Hein? tsunami. Alors, je suis tellement contente pour la profession parce que c'est non seulement un tsunami ici au Québec, mais c'est au Canada, c'est aux États-Unis et c'est dans plein d'autres pays. J'ai commencé à écouter hier une entrevue avec celle qui a écrit toute la série et qui ne s'attendait jamais à un tel tsunami de réponses. Mais elle, ça fait comme 5 ans qu'elle va à des ateliers de constellation et ses amis aussi et tout ça en Turquie. Et puis là, elle s'est dit, c'est pas vrai qu'on peut pas écrire là-dessus. Alors, comment a-t-elle convaincu Netflix d'accepter ça? Je ne sais pas. Mais c'est ça, là, je connais un peu plus l'histoire. Et oui, c'est sûr que là, il y a eu beaucoup de gens. Et c'est là qu'on voit le pouvoir des médias quand même. Ouais. Parce que... Et justement, toi qui est quand même experte là-dedans, je sais qu'on en avait jasé, que t'as regardé la série. Est-ce que la série est représentative de ce qui peut vraiment se passer lors d'une constellation familiale? C'est quoi, toi, Oui, ton... ce qui Ouais, en est dit est totalement juste. Les exemples, les histoires fictives des ancêtres et les effets que ça a pu avoir sur leurs descendants sont tout à fait justes. Le livre, on voit une des trois amies regarder un livre et c'est en anglais, c'est It didn't start with you. En français, ils disent ça n'a pas commencé avec toi. Et ça, c'est un livre qui a été écrit par un de mes profs américains. Donc, ils sont vraiment basés sur ça. Alors, tout est juste. Alors, c'est sûr que le monsieur, il fait un petit peu gourou. Ça fait un peu tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais la façon de procéder, tout en gros est juste. ok. Bon, voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la série sur Netflix, ben allez-y si vous voulez en savoir plus. Moi, je l'ai regardé aussi. Effectivement, ça donne une bonne idée. Puis voilà, Galina nous rassure aussi que l'idée qu'on s'en fait en regardant la série, ben voilà, c'est une idée qui est juste. C'est important aussi, hein, parce que parfois les séries, Ouais. ben ça représente pas toujours la réalité des choses. Donc là, c'est bon à savoir justement que ça la représente. Et Galina, alors je sais que toi, eh bien, t'es quand même bien
pleine en termes de clients, etc. Mais si des personnes justement sont intéressées, en tout cas, donc juste pour savoir, moi je suis à Montréal, donc là on parle par exemple pour le Québec. S'il y a des gens qui sont intéressés, est-ce que du coup on peut comme proposer des élèves à toi ou des gens que tu connais qui justement en pratiquent? Oui. Cet automne, il a fallu, alors d'autant plus, j'étais pas mal pleine et deuxièmement, je suis en pré-retraite. Alors, j'ai moins d'ateliers, mais je continue à former des gens. Mais à cause de cette série-là, j'ai déjà 20 quelques personnes en attente pour la formation de 2023-2024. Alors, c'est vraiment, vraiment fou. Mais oui, quand moi, je ne peux pas les prendre, j'ai une liste que je peux référer de gens dans diverses villes du Québec qui font soit du groupe, soit de l'individuel, soit les deux. Et j'ai même une personne au Nouveau-Brunswick aussi. Alors, ce Ok. sera toujours possible, c'est ça. Si moi, je ne peux pas ou que les gens ne sont pas prêts à attendre pour quelques mois, ben, il n'y a pas de problème. Je les réfère. Super, fait que pour vous qui nous écoutez, si vous avez besoin, bah, n'hésitez pas à me contacter, je ferai le relais pour pas que Galina reçoive trop de contacts d'un coup. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui parle. Si vous êtes en France aussi et que vous écoutez, j'ai aussi des contacts en France, donc en tout cas n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai en tout cas moi les contacts qu'on m'a référés pour justement que vous puissiez eh bien en faire l'expérience. Moi, je l'ai entendu pour la première fois avec des amis qui sont en France, fait que en France aussi, ça se démocratise et il y a de l'intérêt. Oui. Euh, donc c'est ça. Et Gaïna, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais finir par partager avant de terminer cet épisode sur les constellations familiales? Juste donner des idées aux gens de choses qui peuvent être travaillées, que j'ai vues. Ouais. Les relations de couple, hein, ça marche jamais, je me fais toujours abandonner, ou je subis de la violence, ou je trouve toujours des partenaires non disponibles. Euh, les finances, je travaille comme une folle, j'ai pas un sou dans mon compte. Pourtant, je fais un bon salaire, mais je le place et je le perds, je le prête à des gens, ils peuvent pas me rembourser, etc. Euh, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Ma biologie fonctionne bien, celle de mon conjoint ou de mon mari aussi, ça fonctionne pas. Et tout ce qui est de l'ordre de grande tristesse ou de nuages gris toujours au-dessus de notre tête ou de désir de mort, tout ce qui touche ne pas avoir sa place dans le couple, au travail, dans la vie, euh, sentir qu'on n'a même pas le droit d'exister, pas se mettre à la première place de sa vie, pas se choisir. Donc, ça, c'est toutes des choses qui peuvent être regardées. Des fois, des maladies graves aussi, on peut regarder. Ça ne veut pas dire qu'on va vous guérir, là, c'est pas ça l'affaire, mais c'est que des fois, ça peut permettre d'enlever une couche de l'oignon, de tout ce que ça implique une maladie. Euh, et puis, ben voilà, j'ai vu de tous ces cas-là, j'en ai vu. Et c'est pas une baguette magique, ça n'existe pas, mais vraiment quand une personne saute, s'engage, dit dit oui à changer de paire de lunettes entre Ouais. la vision qu'elle avait de son clan et qu'est-ce qui était la réelle réalité des choses. Ça peut être instantané le changement, Ouais. comme ça peut Oui. prendre plusieurs mois à s'installer. Hellinger dit une constellation peut continuer à travailler pendant 2 ans. Alors, Ah oui. ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faille attendre 2 ans pour avoir des changements, mais que ça peut être tellement profond. C'est un peu comme une graine plantée dans l'âme qui est nourrie tranquillement à travers tout ce qu'on vit et qui va faire son chemin, un nouveau chemin dans notre vie. Ouais. C'est vrai que c'est important de rappeler quand on fait ce type de pratique ou d'expérience qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent aussi dans l'invisible et que parfois on a l'impression peut-être que, tu sais, comme tu le dis, il peut y avoir des gros changements rapidement par exemple, puis d'autres qui peuvent prendre plus de temps, mais c'est pas parce que ça prend plus de temps qu'il se passe rien. Des fois c'est subtil, puis le Oui, subtil, tu sais, ça s'additionne jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sais, il y a vraiment quelque chose de visible dans notre monde 3D là qu'on oui. puisse noter, mais parfois il y a des choses qui se passent quand même. C'est juste que si on n'a pas la sensibilité ou qu'on ne le voit pas forcément, on peut avoir l'impression que ça prend du temps, mais il y a quand même des choses.
qui Oui, se passe. oui, oui. Puis des fois, ça peut prendre plus qu'une constellation sur un même sujet, parce que des fois, une constellation va nous amener du côté maternel une fois, mais il y avait aussi quelque chose du côté Mm, paternel et on ne pouvait pas faire les deux peut-être dans la même constellation et qu'il faut encore une autre plure de l'oignon à ôter avant que vraiment quelque chose lâche, que qu'on puisse s'acheminer vers une nouvelle vision, vers une nouvelle réalité pour nous-mêmes. On ne sait jamais, je ne sais jamais, moi, même quand je travaille 5, 6 fois avec une même personne au cours de plusieurs années, je sais jamais qu'est-ce qui va se passer. C'est pas moi mm. qui décide. Non, c'est ça. Je Moi, ce que suis je un trouve peu. fascinant, c'est ce que ça peut amener comme prise de conscience, puis donc de libération par rapport à des choses comme tu le dis, qui se répètent, puis qu'on comprend pas, ou des choses qu'on pense être identitaires faisant partie. Non, mais c'est à moi. Tu sais, des choses auxquelles on s'accroche parfois. Oh, non, c'est à moi, puis tu sais, on comprend pas. Puis là, d'un coup, c'est, oh, waouh, en fait, mais c'est pas moi. C'est pas Tu à sais, moi. c'est pas à moi. C'est des Et choses on qui se sont tapait comme. dessus. Tu sais, oh, je dois pas être fine, je dois pas être gentille, il y a personne qui veut être avec moi, je trouve jamais d'amoureux, c'est de ma faute, je suis nulle, blablabla. Mais non, c'est juste que tu es tellement loyal à ta mère, puis ton père l'a laissé pour une petite jeune, puis maman s'est jamais remariée, puis elle a pleuré tout le restant de sa vie et tout. Et toi, tu es identifié à elle, tu portes ça et tu te permets pas de la dépasser. Tu te permets pas d'être heureuse, toi, en amour, etc. Et on s'est tapé dessus pendant des années alors que ça avait rien à voir avec nous. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un travail qui est grandiose. Tout le monde devrait goûter à ça et le plus jeune possible, le mieux. Mm. En tout cas, moi je trouve ça fascinant. Fait que je suis ravi d'avoir pu justement en parler au micro des éveillés avec toi, Galina. Un gros, gros merci pour ton temps, parce que je sais à quel point ton horaire est chargé. Alors merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous parler des constellations familiales. Vous qui nous écoutez, eh bien, j'espère que ça a pu vous apporter une meilleure vision, connaissance ou ouverture d'esprit justement sur les constellations familiales. Si c'est la première fois que vous en avez entendu parler, ben, que ça a peut-être créé une curiosité d'en savoir plus ou d'en faire l'expérience. En tout cas, c'est ça la mission des éveillés, c'est de vous proposer justement des nouveaux outils, pratiques ou partages pour justement éveiller votre conscience, vous ouvrir à des nouvelles choses voilà, qui peuvent vous aider. Alors, un gros, gros merci Galina pour ton temps. C'est moi qui te remercie vraiment de faire tout ce que tu fais, de faire connaître plein d'approches et plein de personnes à tous ceux qui t'écoutent. Vraiment, c'est moi qui te remercie. Puis c'était un plaisir. Oui. Partagez, merci à vous aussi qui avez pris le temps eh bien, d'écouter cet épisode. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas à me partager un petit commentaire pour me dire justement comment vous avez trouvé l'épisode, qu'est-ce que vous en retenez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et comme je le disais, si vous souhaitez avoir des contacts, ben, n'hésitez pas à m'écrire, puis je ferai le relais avec Galina au besoin. Alors, un gros, gros merci à tous. Et puis, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode des éveillés. Au plaisir et bonne journée.